l'après-midi continue ici en plateau. Nous allons accueillir donc à présent le Fireside Chat numéro 2 qui sera sur une thématique qui nous intéresse au plus haut point ici à Emerging Mediterranean, puisque comme vous l'avez constaté, nous avons énormément de finalistes féminines, de start-upeuses, d'entrepreneuses méditerranéennes. Donc ce Fireside Chat sur le thème entrepreneuse méditerranéenne, comment faire enfin sauter le verrou du financement. Je vais donc accueillir nos panélistes. Je suis très heureuse de vous accueillir Amel, donc Amel Saïdan, qui est présidente de l'association Tunisian Startups. Amel, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour Amel. Nous avons donc également Mariem Khan, qui est donc secrétaire générale de l'ANRSI et cofondatrice de Adina Rimtik, qui est un de nos partenaires de longue date. Bonjour Mariem. Alors, est-ce qu'on a Mariem? Alors, si on n'a pas tout de suite Mariem, je vais présenter la personnalité suivante, qui est donc Maëlle Mbaye, que nous sommes très heureux d'accueillir également, responsable régional Afrique du Nord de BPI France. Maëlle, la parole est à vous. Bonjour, oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien, super. Parfait. Et donc, Sarah Daoudi, qui est la cofondatrice de Labule Space. Bonjour Sarah. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Sarah. Salut Sarah. Très heureuse d'être avec vous. Et donc on repasse sur Mariem qui j'espère est avec nous. Bonjour Mariem. Je crois que c'est le micro qui ne s'enclenche pas, mais on va la récupérer un petit peu plus tard. Merci Julie, merci beaucoup Julie. Tu vas revenir vers nous pour poser une question un peu plus tard, mais je vais très rapidement et aussi faire un petit wrap-up et je vais tout de suite prendre en main ce nouveau Fireside Chat. Merci beaucoup Julie, merci à nos panélistes d'être là. Mariem va nous rejoindre d'ici quelques petites secondes, on me dit que ça y est, elle a pu nous rejoindre. Donc bonjour Mariem. On va te donner la parole juste après. Ce débat, cette thématique, elle est, comme tu l'as dit Julie, vitale pour nous, parce qu'on voit un mouvement de fond qui s'incarne, qu'on voit venir depuis un petit moment. Et quelque part, on a pu mesurer à travers ce baromètre qui est le programme Emerging Mediterranean, une montée en puissance de l'entrepreneuriat féminin en Méditerranée. Ainsi, par rapport à l'année dernière, on a reçu sur plus de 300 candidatures, un tiers provenait de femmes, d'entrepreneuses mauritaniennes, libyennes, marocaines, tunisiennes, algériennes, soit une progression de plus de 34%, près d'un tiers par rapport à l'édition 2020. Et ça, c'est un détail qui ne ment pas, sur nos 10 startups finalistes en 2021, 8 sont entrepreneuses. En 2020, sur nos 10 finalistes, c'était l'inverse. Seulement 2 étaient des femmes. Donc, on voit qu'il y a un basculement qui s'opère. Cependant, cette montée en puissance, elle reste freinée, elle reste à convertir, elle reste à être confirmée. Et la principale barrière qui nous remonte lorsqu'on échange avec nos startups, c'est la question du financement. Ce nerf de la guerre pour toutes les startups qui est véritablement une barrière à l'entrée pour les femmes méditerranéennes. Et cette barrière à l'entrée, ce manque d'accès aux liquidités peut impacter, en tout cas, fait que le taux de mortalité, cette vallée de la mort, dure un peu plus longtemps lorsqu'on est une femme entrepreneuse que lorsqu'on est un homme, et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et c'est cette thématique que l'on veut aborder, c'est comment, quelque part, craquer ce problème et comment faire enfin, débloquer enfin ce robinet du financement pour les femmes méditerranéennes, pour les entrepreneuses de cette région du monde. Et je vais tout de suite commencer par toi, Mariem. Si tu es là, on m'a dit que oui. Oui, je suis là. Bonjour. Voilà, super. Bonjour Mariem, toujours un plaisir de t'avoir. Tu es, d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter parce que c'est assez récent, tu es à la tête de l'Agence nationale de la recherche scientifique et de l'innovation de Mauritanie, cette agence qui vient d'être créée. Bravo et encore félicitations. Avec ton leadership, tu vas pouvoir incarner cette vision mauritanienne de l'innovation. Mais tout de suite, quels sont les constats que tu portes sur la place des femmes dans le secteur de l'innovation
en Mauritanie et en Méditerranée au sens large. Pourquoi le financement reste un facteur absolument fondamental qu'il faut traiter, et je dirais même qu'il faut traiter d'urgence? Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer à Emerging Valley, Emerging Méditerranée. On voit une continuité, donc vous boostez vraiment tout ce qui se passe ici chez nous, notamment en Mauritanie. Donc, juste pour répondre à ta question, je vais peut-être revenir sur l'écosystème de l'innovation en Mauritanie qui a commencé dans les années 2014 et qui commence à prendre forme. Donc, on n'est pas encore au top de l'écosystème qu'on voudrait pour nous-mêmes, mais ça a commencé depuis 2014 avec la mise en place des challenges, des incubateurs, des startups. Et tout de suite, dès le début, on a vu qu'il y avait un vrai leadership des femmes et des jeunes femmes mauritaniennes dans tout ce qui est innovation, transformation digitale et consommation, en tout cas, ou en tout cas services digitaux de manière générale. Le vrai problème, en tout cas, qui se pose plus pour la Mauritanie, c'est que nous avons la majorité, en tout cas, des structures qui sont présentes dans l'écosystème d'innovation, des entrepreneurs et des structures qui accompagnent l'innovation. Si on regarde le top management, on voit qu'il y a beaucoup de femmes. C'est-à-dire, dans les incubateurs, il y a l'agence aujourd'hui que je dirige, il y a l'APIM avec Aïssata Salam, il y a d'autres structures qui sont dans l'innovation comme Levrig, où il y a beaucoup de femmes. Mais ça, c'est vraiment, peut-être, on va dire, le top management. Mais quand on regarde la masse critique, il y a très, très, très peu de femmes dans le domaine de l'innovation et surtout dans le digital en Mauritanie. Et ça aussi, c'est lié à plusieurs phénomènes. Déjà, le problème de capacité de ressources humaines. Très peu, il y a beaucoup plus d'hommes qui s'orientent vers les matières scientifiques, vers voilà. Donc, arrivé à l'université, par exemple, on va avoir beaucoup plus de femmes qui vont aller dans les autres secteurs et beaucoup plus d'hommes et de jeunes hommes qui vont aller dans des secteurs qui vont déboucher souvent vers l'innovation et de l'industrialisation. Et ce constat, il est le même aussi si on regarde l'échiquier industriel du secteur privé, où il y a plus d'hommes que de femmes. Et donc, on revient à la deuxième question qui disait il est urgent de financer ces femmes-là pour qu'elles passent à l'échelle. Parce que quand on regarde les femmes, elles sont plus présentes dans le secteur informel ou dans les projets. Mais quand il s'agit d'aller à l'échelle suivante ou créer de la vraie valeur ajoutée ou avoir un impact considérable, elles sont beaucoup moins présentes. Parce qu'elles n'ont pas les ressources financières et souvent, elles n'ont pas l'accompagnement adéquat à leur statut de femme entrepreneur. Donc, parce que la législation est faite de sorte et tout ce qui en est demandé pour l'aspect financier, ces femmes-là ne l'ont pas. Elles n'ont pas les garanties adéquates, elles n'ont pas la protection des entreprises qui sont adéquates à leur positionnement, etc. Donc, toutes ces mesures-là, ces challenges-là doivent être adressés et trouver des solutions pour améliorer en tout cas la présence des femmes dans le domaine de l'innovation. Mais en tout cas, elles sont là, à partir de rien, elles font beaucoup de choses. Mais comme on dit, we need to scale et avoir plus d'impact au niveau national et au niveau même sous-régional. Donc, pour la Méditerranée, je pense que le constat il est peut-être un peu différent ou peut-être le même. Mais en tout cas, je vois à travers la compétition aujourd'hui, j'étais agréablement surprise d'avoir 8 femmes en face de moi. J'étais heureuse. C'est souvent le cas contraire. Elles sont cofondatrices, etc., mais elles ne sont pas le principal stakeholder de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, c'était vraiment un cas différent. Elles poussent des choses et j'espère que ça va s'améliorer. Et je pourrais revenir après sur des mesures plus concrètes qu'on pourrait faire pour les femmes, notamment dans la troisième partie du panel. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Mariam. Je vais tout de suite me tourner vers toi, Amel. Amel Saïdan, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tunisian Startup est un partenaire de longue date d'Emerging Valley, d'Emerging Méditerranée. Et je sais que ce sujet de l'entrepreneuriat féminin est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, que tu incarnes toi-même parfaitement en Tunisie, avec tout ce travail que tu fais de plaidoyer au niveau de Tunisian Startup. Pour, là aussi, on parlait d'open innovation, d'évangélisation. Toi aussi, tu évangélises pour la cause de l'entrepreneuriat féminin dans cette région du monde. Aujourd'hui, quelles difficultés tu observes pour les femmes entrepreneuses en Tunisie en matière de recherche de financement? On sait déjà, bien sûr, que le financement est difficile pour l'accès au financement, l'accès aux liquidités. Convaincre un investisseur est difficile pour tout entrepreneur. Mais quelque part, de manière très concrète, quelles sont les particularités réelles, concrètes, que rencontrent les jeunes startups, les jeunes entrepreneuses tunisiennes lorsqu'elles rentrent dans ce process de levée de fonds?
merci beaucoup, Samir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous tous sur Emerging Mediterranean comme chaque année. Merci pour tout le travail que vous faites et justement pour la visibilité que vous donnez aux femmes entrepreneurs, notamment à travers la compétition et à travers cette conversation qui est un must. On n'en parle pas, on n'en parle jamais suffisamment parce que nous avons un vrai problème et tout ce qui est bon pour la diversity, pour la diversité est bon en fait pour l'économie et la société. Donc c'est pas une conversation qui est juste une sorte de checkmark. Oui, on a fait la conversation de diversity, mais c'est quelque chose de fondamentalement important justement pour l'équilibre de nos sociétés, pour le développement de nos économies. Et je pense qu'on n'a pas le luxe de passer à côté d'une opportunité de cette taille et de cette importance pour nos pays. Et justement, en tant que femme entrepreneur, je pense que on porte chacune de nous a une responsabilité de to elevate d'autres femmes entrepreneurs et de porter le drapeau de cette conversation, de cette cause, j'ose dire. Donc, un des principaux challenges ou les principaux challenges en Tunisie ne sont peut-être pas très différents des challenges de femmes entrepreneurs partout dans le monde, notamment justement le sujet de visibilité, parce que justement les investisseurs disent on n'arrive pas à les trouver, elles ne sont pas visibles. Donc, chacune des femmes et hommes qui croient la nécessité de trouver des solutions devrait justement procéder avec des actions créatives. Par exemple, on a vu dernièrement The Next Women, un réseau de femmes entrepreneurs qui a fait l'exercice de recherche pour identifier les 100 femmes qui portent des leaders ou fondatrices de PME, notamment, parce que très souvent, on parle beaucoup de start-up, on ne parle pas de PME innovantes. Et donc, il y a eu une revue spécialisée en économie qui a porté le grand titre les 100 femmes entrepreneurs. Flatix Labs qui a fait aussi une belle initiative pour mettre les spotlights sur 50 femmes start-up. Et donc, l'excuse de on ne les trouve pas n'est plus valable. Elles sont là, avec la photo, le nom et la description. En plus, chacun des programmes, j'ai cofondé BetaCube, ça fait 2 années, qui est un venture builder qui se spécialise dans la fintech et la mobilité, de sujets très tendance dans le monde, et on essaie de faire un travail aussi proactif autour de la femme entrepreneur. Donc, on a lancé par exemple Women in FinTech, qui est un programme pour accompagner les femmes entrepreneurs dans la FinTech. Si on regarde la FinTech dans le monde, il y a uniquement 1% des financements dans la FinTech qui vont à des femmes qui portent des startups en FinTech. Donc, on connaît tous le chiffre magique qui est moins de 3% du Venture Capital Investment qui est octroyé aux femmes. Pour les FinTech, c'est moins de 1%. Et donc, il faut vraiment faire un effort particulier par rapport à ça. On a lancé aussi un programme qui s'appelle Senior Women in Business. On s'est posé justement la question, contrairement à la Mauritanie, en Tunisie, en Algérie, il y a un nombre de femmes ingénieurs qui est très important. Plus de 60% des femmes, des diplômés ingénieurs sont des femmes, au fait, en Tunisie notamment et en Algérie aussi. Et donc, où est-ce qu'elles vont? Où est-ce qu'elles disparaissent? Et donc, on s'est dit, elles disparaissent peut-être à l'université. Et c'est là où on est allé les chercher. On a trouvé énormément de femmes profs d'université et chercheurs qui, là où on s'est dit, oui, on va explorer le potentiel entrepreneurial. En une semaine, on a lancé le call, on a eu plus de 100 candidatures impressionnantes les unes plus que les autres. Mais justement, il y a un problème dans l'articulation de l'idée de projet, de challenge ou du problème à résoudre. Donc, la composante entrepreneuriale est à travailler. Donc, il y a le challenge visibilité. Il y a le challenge du sujet qui revient toujours, que tu as évoqué, Samir, dans un article récent, justement, le sujet du care. Parce que toutes les startups, ou la plupart des startups portées par des femmes, ça a l'air d'être naturellement un drive féminin, sont autour de l'éducation, autour de la santé, autour de l'impact social. Et ça, c'est des startups qui sont très souvent associées avec un return on investment relativement faible. Et donc associées avec une nature d'investissement qui s'appelle le impact investment, qui n'est pas vraiment très présent dans nos pays. Et puis, il y a aussi le sujet aussi
de la manière avec laquelle la femme présente son projet. Et donc, c'est une manière qui reste plutôt conservatrice. Je discutais il y a moins d'une semaine avec une entrepreneure, mais brillante, qui porte son projet avec énormément de leadership, mais aussi avec beaucoup de passion et de commitment. Elle me pose la question, parce qu'elle se projette justement elle veut monter sa cap table et ses projections financières. Elle me demande combien je devrais mettre levé de fonds year 1, year 2, year 3. Et je lui dis year 1, 300 000, year 2, 2 millions d'euros, year 3, je ne sais pas, 5 millions d'euros. Elle était presque quasiment choquée. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Mais non, je n'oserais pas demander autant d'argent. Et donc, en fin de compte, justement, ça justifie pourquoi la taille des deals dans le monde et qui sont de projets portés par des hommes est le double au moins des projets qui sont financés, des projets qui sont portés par des femmes, qui sont financés par des VC. Et un dernier point reste toujours la question de données. On n'a pas suffisamment de données pour défendre justement cette cause. Et c'est justement, tu as commencé exactement par ce point-là, Samir, tout à l'heure dans l'introduction. Quand on a une augmentation de 34% de candidatures féminines et quand on a 8 sur 10 de finalistes, ça, c'est des chiffres qui parlent. Et donc, on doit aller tous à la recherche de chiffres pour dire, en Tunisie, les 25% de femmes qui obtiennent un label, combien de ces 25% réussissent finalement à décrocher des financements? Merci beaucoup, Amel. Merci pour ta passion. Merci, ta force d'entraînement. Je pense qu'on est tous maintenant dans le cœur du sujet grâce à toi. Tu nous as aussi mis sur la table les points de douleur, les points douloureux. Et sans tarder, je vais me tourner vers Sarah Daoudi, qui est une entrepreneuse que nous respectons beaucoup, qui a affronté justement ces difficultés de levée de fonds dans un contexte Covid extrêmement compliqué. Et pourtant, Sarah, tu as fait preuve d'une grande résilience et vraiment, nous avons beaucoup de respect pour toi. Aujourd'hui, Sarah, à travers ta structure, tu accompagnes au quotidien des entrepreneurs et des entrepreneuses algériennes dans leur parcours. Quelles sont les méthodes d'accompagnement que vous mettez en place, notamment pour tout ce qui concerne l'accès au financement? Et on sait que la question du financement est aussi un vrai sujet en Algérie. Est-ce que ces méthodes, on peut dire qu'elles sont distinctes suivant qu'il s'agit d'hommes ou de femmes dans les différents programmes que vous mettez en place? Tout d'abord, je voudrais te remercier, Samir, et ainsi que toute l'équipe Emerging Méditerranée, Emerging Valley pour votre invitation. Je suis très heureuse de participer à ce programme-là, à cette aventure qui est enrichissante parce qu'elle nous permet de rencontrer des personnes formidables comme celles qui sont là présentes dans le panel. Comme tu le disais, nous, on est une structure d'hébergement et d'accompagnement à la création d'entreprises pour les jeunes entrepreneurs en général. Donc, on voit énormément de jeunes entrepreneurs avec différentes difficultés, ça va de l'idée du projet jusqu'au financement, et on essaye de les accompagner sur tous ces points-là. Il faut savoir qu'en Algérie, il existe différents types de financement pour les petites entreprises et les startups. Donc, il y a selon la taille, selon l'âge de l'entrepreneur, bien évidemment. Donc, il y a vraiment une multitude de types de financement. Mais c'est vrai que nous, en fait, on va accompagner ces gens-là d'abord à comprendre leur projet, à le travailler, à l'étoffer, à comprendre aussi le besoin qu'ils ont, mais aussi à choisir le bon mode de financement pour ce projet-là. Je reviendrai à ce que disait Amel, pardon. Nous, l'accompagnement, c'est-à-dire ces structures-là vont traiter les dossiers de la même manière que ce soit un homme ou une femme. Il n'y aura pas de distinction. Ce qui va être vraiment la barrière, c'est vraiment les femmes elles-mêmes. Et c'est triste de le dire, c'est un peu ce constat. Mais c'est exactement ça. Vous allez avoir énormément de diplômés à l'université, vous allez avoir énormément de femmes brillantes, mais quand elles vont arriver à l'étape entrepreneuriat, eh bien, elles vont avoir peur de différents sujets. Et nous, par exemple, on a un événement annuel qui est le Bubble Woman Award, où est-ce qu'on récompense une femme qui nous a marqué, donc au niveau de la bulle space, que ce soit dans le domaine de la tech, de la culture, de l'art, du sport.
Et c'est vrai que autant on arrive à trouver des femmes artisanes, des femmes sportives, des femmes dans la culture et dans l'art, autant on va avoir des difficultés chaque année à trouver des femmes dans le domaine de la tech. Donc, par exemple, la robotique, etc. Donc, vraiment, c'est cette partie-là où est-ce qu'on trouve des difficultés à dénicher, à les déterrer comme si elles étaient invisibles alors qu'elles existent vraiment. Et en fait, on a aussi un programme d'accompagnement qui s'appelle StartBiz. Donc, un peu comme vous à Emerging Valley, on a remarqué une évolution. On avait 30 à 35% des participantes à ce programme-là d'accompagnement qui étaient des femmes. Et puis, cette année, c'est monté à pratiquement 50%. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est le Covid qui a fait que ça les a un petit peu réveillés, ça a un petit peu changé la donne? Je ne sais vraiment pas, mais je suis très heureuse de voir plus de femmes tenter d'entreprendre. Et en fait, nous, notre accompagnement va pas être différent par rapport à l'accès au financement, mais vraiment, l'accompagnement va être différent par rapport à l'envie d'entreprendre. Donc, vous allez avoir des femmes qui vont vous contacter, commencer les démarches et puis qui vont s'arrêter au milieu par peur, soit par manque de temps, soit par manque de peur de manque de temps, de ne pas avoir assez de temps à donner à leur famille, ou bien d'avoir peur d'éventuels freins au financement. Elles ont peur, comme le disait Amel, d'éventuelles sommes faramineuses que peuvent demander ces projets-là. Et elles vont vraiment laisser tomber avant même d'avoir commencé. Nous, on est là. Peut-être que le fait que je sois une femme aide un petit peu plus, mais on aborde cette question-là déjà de faire le premier pas et de les accompagner dans chaque pas qu'elles feront pour justement lever ces barrières qu'elles se sont mises à elles-mêmes, pas qu'à elles-mêmes, mais c'est vraiment un problème qui est culturel, qui est social, parce que on leur a souvent dit que tel ou tel métier était un métier d'homme ou un domaine d'homme, même si à l'université, vous allez avoir 63% des femmes, des étudiants, enfin des diplômés sont des femmes. En Algérie, c'est le plus haut taux de femmes ingénieurs dans le monde arabe. Et pourtant, quand on va les chercher dans le monde du travail, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment un manque de confiance en soi, de vraiment subir cette image qui lui a été imposée. Et donc, nous, vraiment, l'accompagnement va se faire sur cette partie-là, sur comment prendre ces soucis-là, ces peurs, ces craintes au fur et à mesure. Donc, on y arrive, plus ou moins. Donc, il y en a qui décalent, par exemple, si elles doivent participer à cette édition-là, elles vont participer à celle d'après, elles attendent. Mais on essaye de ne pas les lâcher. Et en fait, ce qui aide vraiment, c'est le network. Le network féminin, c'est d'essayer vraiment que les femmes entrepreneurs entre elles, les porteurs de projets femmes entre elles, puissent se motiver, se donner des conseils et se tirer vers le haut. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, nous, à la Bulle. Et je pense que le problème réellement réside là. C'est de redonner confiance aux femmes en elles-mêmes, en leurs capacités et les pousser à foncer et aller de l'avant. Bon, en tout cas, merci Sarah, parce que tu portes vraiment cette parole avec beaucoup de force en Algérie et à travers ton espace qui est basé à Alger, hein, la Bulle. Je vais revenir vers toi un peu plus tard. Je vais tout de suite me tourner vers Maëlle, parce que la question, l'air de rien, le nerf de la guerre, ça reste la question de l'accès au financement. Maëlle, on a vu, donc tu représentes la BPI France et notamment le bureau Méditerranée Afrique du Nord de la BPI France. On voit que plus de 9% des startups menées par des femmes ont réalisé des deals en 2020, avec 47 tours de table qui ont été enregistrés sur le continent. Donc ces chiffres sont tirés de Partech Capital. Hein. Est-ce que ce sont des chiffres d'abord qui vous ont étonné? Et est-ce que, de votre point de vue de financier avec la BPI, ils correspondent quelque part à une tendance que l'on voit sur le terrain, ou comment la BPI s'efforce de soutenir cette tendance de l'entrepreneuriat féminin, notamment en apportant davantage de financement? Merci beaucoup, Samir, et ravi d'être ici aujourd'hui
pour échanger avec vous. Alors, par rapport à ces résultats et à l'enquête de Partech, est-ce encourageant? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que en soi, il est toujours évidemment très positif de voir que la féminisation du monde de la tech et de l'entrepreneuriat progresse. Néanmoins, le rapport de Partech met aussi le doigt sur encore de nombreux freins à cette tendance, notamment en indiquant que il y a eu quand même une baisse de 22% du montant des levées entre 2020 et 2019. On peut aussi constater une forte inégalité en termes de répartition géographique avec le Kenya et le Nigeria qui sont en haut du podium. Donc, quid aussi des autres marchés africains. Et puis, pour faire également le lien avec ce que mentionnait Amel par rapport à la taille des deals, on voit encore que lorsqu'on se concentre un peu sur les levées, on retrouve principalement les entreprises dirigées par des femmes plutôt au niveau de levées en seed ou seed plus et beaucoup moins en série A et série B. Donc, voilà, il y a encore quand même une grande marge de progression et j'ai envie de dire que cela rejoint une tendance malheureusement plus globale que l'on constate dans le monde de la tech, que ça soit en Afrique ou en Europe. C'était Atomico qui, dans leur dernier rapport, indiquait que 93% du capital risque aujourd'hui est principalement dirigé vers des équipes qui sont fondées par des hommes uniquement. Donc, je pense que c'est malheureusement une situation qui est partagée dans l'ensemble des écosystèmes. Néanmoins, la tendance est là et nous, on le constate au quotidien chez BPI France et votre programme en soi en est également un très bel exemple par rapport aux données que tu partageais. Nous, chez BPI France, les femmes aujourd'hui représentent 48% des porteurs de projets que nous accompagnons et que nous finançons au quotidien via les différentes branches, notamment BPI France Création, qui est dédiée à l'accompagnement, à la reprise d'entreprises et au lancement de nouvelles entreprises. Par le biais des différents dispositifs que nous avons mis en place depuis maintenant plusieurs années pour accompagner et financer les entreprises, nous avons également décidé de renouveler en mars 2021 notre accord cadre avec l'État et les partenaires bancaires pour favoriser l'entrepreneuriat féminin. Donc cela consiste en fait à pouvoir à la fois accélérer le développement et l'accès à des offres d'accompagnement à destination d'entreprises dirigées par des femmes, mobiliser aussi davantage les acteurs de l'écosystème et faciliter la création de ponts entre des initiatives existantes. Et puis un élément important qui est quand même la lutte aussi contre les stéréotypes de genre qui peuvent affecter les femmes entrepreneurs dans l'écosystème entrepreneurial. Et par rapport à ce dernier point, nous sommes vraiment convaincus notamment que l'industrie financière aujourd'hui doit tendre vers une réelle féminisation. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons notamment rejoint l'initiative Sista en France, en signant la charte qui vise à ce que notre portefeuille d'investissement soit constitué d'ici 2025 d'au moins 25% de startups fondées et dirigées par des femmes. Et c'est vraiment des principes que nous appliquons au quotidien à l'ensemble des activités d'investissement, que ce soit en direct comme en indirect. Et pour faire le lien avec l'Afrique et le sud de la Méditerranée, comme vous le savez, nous sommes amenés à exercer des activités notamment en fonds de fonds, avec des fonds africains tels que Partech, qui vont être amenés à investir par la suite dans des startups africaines et méditerranéennes. Et pour nous, la parité est vraiment un pilier des due diligence en fait, que nous allons appliquer sur les fonds avec lesquels nous serions amenés à collaborer. Et même si l'on est conscient qu'aujourd'hui, cela reste un milieu encore malheureusement très masculin, nous faisons aussi en sorte de pouvoir fixer des objectifs de changement à nos partenaires, à nos fonds partenaires, et nous intégrons en fait ce critère-là dans les reportings qu'on leur demande chaque année pour les accompagner aussi dans cette transition-là. Et je pense que ça rejoint un point qui avait été mentionné auparavant, c'est qu'en effet, il y a la dimension accompagnement, financement, etc. Mais il faut aussi regarder du côté des financeurs en tant que tels. Et je pense que c'est un point qui nécessite aussi beaucoup de progression d'ici les prochaines années. Merci beaucoup Maël, c'est très clair. Je vais revenir vers toi un peu plus tard, mais je vais poursuivre l'échange peut-être sur l'angle bonnes pratiques. Voilà. Quelles sont aujourd'hui les bonnes pratiques qu'il faut instaurer entre les différents acteurs de l'innovation? Et je vais revenir vers toi, Mariam Khan. Comment aujourd'hui on peut favoriser
depuis, je dirais, ta position en Mauritanie, comment tu vois les choses, favoriser le financement des projets innovants portés par les entrepreneuses mauritaniennes. Qu'est-ce que les États doivent mettre en place en termes de mesures fiscales, de protection sociale spécifique aux femmes, par exemple? Qu'est-ce que les États doivent mettre en place pour favoriser ce financement? Bon, déjà, on part de loin, on parle déjà de la prise de conscience. Je pense que s'il n'y a pas longtemps, on a publié un rapport de la Banque mondiale qui a montré l'importance d'inclure les femmes dans l'économie et le manque à gagner qu'on avait à ne pas les inclure dans cette économie qu'on est en train de construire. Donc déjà, il y a cette prise de conscience-là. Maintenant, il faut aller vers des mesures fortes. Il y a quelques mesures qui ont été prises. Il faut les décliner en actions concrètes. Donc, je pense qu'avant d'aller dans le financement lui-même, il y a des barrières qui freinent même l'accès au financement de ces femmes-là. Donc, la première des choses, en tout cas, sur lesquelles on est en train de réfléchir, c'est comment supprimer les obstacles juridiques pour améliorer les opportunités socio-économiques et financières qu'on adresse aux femmes. Il y a plusieurs, on est en train de voir quelles sont les mesures concrètes, par exemple la protection. Est-ce qu'il faut réfléchir à une protection sociale des entreprises féminines? Est-ce qu'il faut améliorer l'environnement même économique pour que les femmes qui ont des petites entreprises puissent exercer convenablement? Et aussi comment améliorer, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'autres freins qui ont été, par exemple, quand on regarde l'aspect commerce international, avec le positionnement qu'a la Mauritanie, la plupart des entreprises sont par les hommes. Quelles sont les mesures qu'on doit prendre pour améliorer l'accès à la logistique, etc., ce genre de problématiques-là. Deuxième point, c'est investir aussi par rapport aux entreprises féminines. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas passées à l'échelle, quelques-unes seulement qui sont passées à l'échelle. Comment faire pour améliorer l'investissement dans ce type d'entreprise-là? Il y a les entreprises dans le domaine industriel, il y a les entreprises dans le domaine high-tech. Comment améliorer l'investissement vraiment pour ces femmes entrepreneurs-là. Donc, moi, je pense que je milite vraiment pour pas seulement la discrimination positive, mais séparer carrément pour au moins rattraper l'échelle, financer les entreprises féminines avec moi. J'ai vu une initiative qui m'a beaucoup marqué au Sénégal et j'aimerais qu'on fasse le même en Mauritanie. C'est un venture capitalist fund géré par des femmes où c'est les femmes elles-mêmes qui mettent leur argent. Parce qu'en Mauritanie, par exemple, on a déjà l'avantage d'avoir des femmes qui sont très tôt, elles ont la gestion financière, soit dans la manière de générer le ménage, la manière de gérer les AGR, les activités génératrices de revenus. Elles sont dans les microcrédits, elles sont dans les donc elles sont déjà la culture financière. Mais le problème, c'est quand on leur parle un montant d'1 million d'euros, 500 000 euros, 10 millions d'euros, elles ont peur. Elles voient un business qui marche, mais elles n'auront jamais les outils ou bien en tout cas la réflexion de dire je peux passer à l'échelle. Donc, si on arrive à créer des réseaux de femmes elles-mêmes qui peuvent investir dans les entreprises partenaires qui sont elles aussi gérées par des femmes, peut-être à petite échelle avec l'appui des partenaires au développement, avec l'appui d'autres investisseurs, ça peut créer en tout cas ce changement d'échelle-là et leur donner la confiance pour pouvoir aller drainer d'autres fonds. D'autres choses aussi sur lesquelles on est en train de réfléchir, c'est que ce soit les femmes elles-mêmes qui réfléchissent aux mesures. C'est pas juste un investisseur, c'est pas juste des politiques, mais les femmes elles-mêmes réfléchissent à quels outils elles pourraient mettre en place qui vont en tout cas diminuer les challenges auxquels elles font face. Aujourd'hui aussi, on réfléchit à la problématique du foncier parce que quand on parle d'aller chercher des fonds, un crédit, on demande toujours des garanties. Et de par notre culture musulmane et culture patriarcale, les femmes ont très peu accès aux ressources, on va dire, propriété privée. Et c'est souvent ces genres de garanties qui sont automatiquement demandées pour accéder au crédit. Et on est en train de réfléchir. Et j'avais vu aussi je sais plus c'était dans quel pays de l'Afrique centrale, où ils réfléchissaient pour donner un crédit, au lieu de demander des garanties d'un titre foncier, on regarde le record de la personne. Si c'est une personne qui a plusieurs fois bien payé ses échéanciers, qui a plusieurs fois entretenu un business qui marche, on se base sur ça pour pouvoir lui donner un autre crédit. Et aujourd'hui, avec l'ère du numérique, avec l'intelligence artificielle, la gestion des données, on peut facilement créer ce type de garantie virtuelle pour pouvoir donner en tout cas des financements beaucoup plus élevés à à ces femmes entrepreneurs. Donc ça, c'est des mesures en tout cas sur lesquelles on est en train de réfléchir et on est en train de voir comment on peut implémenter ça, même si ce n'est pas tout de suite sur la table, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles les gens sont en train de réfléchir pour pouvoir trouver des solutions palliatives qui existent déjà.
Merci beaucoup, Mariam. C'est très concret. On va tout de suite passer, il nous reste très peu de temps, on va tout de suite passer à Amel la parole. Donc, on sait à quel point la représentation des femmes dans les grandes entreprises, comme dans les structures étatiques, comme dans les fonds d'investissement, et l'intervention de Maëlle était très éclairante à ce point, est importante pour, quelque part, faire tomber les barrières, faire tomber aussi ce sentiment de culpabilité que tu évoquais, et pour inspirer. Voilà, une culture entrepreneuriale pro-woman, comme tu disais. Donc, sans parler forcément de quotas, je ne sais pas, c'est comment est-ce qu'on peut promouvoir une plus grande représentation des femmes au poste stratégique, au poste clé des entreprises et des décideurs en matière de financement. Si tu peux donner ton point de vue très rapidement. Amel, à toi la parole. Je fais super speed. Alors, d'ailleurs, je suis complètement décomplexée par rapport aux quotas parce que justement, c'est avec les quotas que les choses commencent et qu'on va voir l'impact justement économique de ce changement, le temps que ça devienne un réflexe. Donc, je souhaite justement rebondir, réitérer ce que vient de dire Maëlle parce que je trouve ça essentiel. Si on part du constat ou d'hypothèse qu'une femme investisseur, une femme venture capitalist est twice as likely, donc la probabilité qu'elle investisse dans un projet qui est porté par une femme est 2 fois plus importante que si c'est un homme investisseur. Et donc, il faut travailler sur le fait d'avoir plus de représentativité féminine dans les investisseurs en capital eux-mêmes. Par contre, le problème est qu'on ne peut pas imposer à un acteur privé d'avoir une configuration X ou Y. Et c'est là où vient le rôle justement des fonds de fonds, des acteurs de coopération internationale, par exemple. Le fonds de fonds peut justement donner des objectifs et je trouve ça justement excellent parce que c'est là où ça commence. Donner des objectifs de parité dans les comités d'investissement. Et on peut cascader ces objectifs même vers les startups parce qu'on sait pertinemment que les startups qui sont cofondées par des femmes ou qui ont des boards féminins ont plus de la probabilité et sont tout simplement plus rentables. Et donc, cascader justement ces objectifs vers la startup est aussi une manière de faire. Donc ça, c'est une des initiatives sur le moyen terme. Sur le court terme, justement, j'invite les femmes entrepreneurs à rebondir, à utiliser le réseau pour obtenir des recommandations au moins. Ne pas aller tout simplement en mode cold calling vers un investisseur et demander un financement, mais plutôt essayer d'utiliser les réseaux pour être recommandés et avoir une porte d'entrée un peu plus solide que juste un cold call. Et voilà. Merci beaucoup, Amel. C'était straight to the point, c'est concret. Voilà, c'est vraiment des. Et ce débat, il est passionnant parce qu'il peut assez facilement se transformer en politique publique très concrète, notamment avec des acteurs comme Mariam. Toi, aujourd'hui, tu es un petit peu au niveau gouvernemental. Maëlle, en tant que bailleur. Amel, aujourd'hui, avec ton expérience terrain, et puis aussi ta contribution au Startup Act, et puis les acteurs terrain aussi, comme Sarah. Et d'ailleurs, Sarah, ce sera à toi que je donnerai le mot de la fin. Julie va te poser la dernière question, mais j'ai une question tout de suite pour toi, Maëlle. C'est notamment après le témoignage d'Amel, qui est vraiment très percutant. On a vu que les fonds d'investissement avant le Covid, donc quelque part montraient un intérêt croissant pour la région, ça c'est évident, on a vu les rapports Partech, mais comment, de manière très concrète, inciter davantage les VC à miser sur les femmes à la tête d'entreprises en Méditerranée, pas uniquement start-up, PME, comme tu l'as très bien dit, Maëlle, PME innovantes. Qu'est-ce qu'on doit mettre sur la table pour les convaincre? Quels chiffres il faut mettre sur la table pour convaincre les investisseurs de miser sur les entrepreneuses méditerranéennes, de faire confiance aux femmes en Méditerranée? Alors, pour faire court mais clair, tout d'abord, et ça rejoint un autre point qui a été mentionné, c'est la donnée. Par rapport à cette question des chiffres et des arguments économiques que l'on pourrait avancer aux investisseurs, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on peut trouver des éléments sur Internet, par exemple, que voilà, l'Afrique représente aujourd'hui le taux le plus élevé au monde de femmes entrepreneurs. Bon, on peut trouver des éléments comme ça, mais il reste quand même encore délicat, je trouve, de trouver des éléments concrets que l'on peut ensuite promouvoir à travers des initiatives d'ailleurs comme la vôtre, à destination de ces investisseurs pour montrer qu'il y a un changement de paradigme et qu'en fait, aujourd'hui, un investisseur qui voudrait
s'investir sur le long terme sur ces marchés doit intégrer ce nouveau paradigme dans son logiciel. L'autre aspect qui est lié également à ça, c'est la visibilité que l'on doit donner davantage à des entrepreneurs qui auraient réussi par le biais de leurs projets, de leurs startups, pour à la fois évidemment encourager et ancrer une culture entrepreneuriale féminine sur le continent, mais également montrer aux investisseurs qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'investir et de réussir et d'avoir cette logique de retour sur investissement également en mettant un ticket dans des startups, des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Donc ça, c'est également un point important. Ce que je vous disais par rapport aux standards, en effet, je pense que les bailleurs et les institutions financières nationales et internationales, comme le mentionnait d'ailleurs Mariam, ont un rôle important à jouer pour également, par une approche douce ou non, mettre en place quand même des normes, des standards, peut-être même une régulation pour amener l'ensemble des acteurs de la chaîne de financement à prendre en compte davantage cet élément-là et qu'à la fin, cela devienne plutôt naturel qu'autre chose et que cela ne soit pas également considéré comme une quelconque contrainte. Et enfin, par rapport à l'accès au financement en tant que tel, au financement bancaire, la digitalisation, je pense qu'on en parle assez maintenant pour comprendre l'enjeu que représente la digitalisation en termes d'accès au financement et la notion de risque. Aujourd'hui, les banques doivent changer peut-être aussi d'approche au risque qui ne doit plus forcément être adossée à cette notion de garantie, mais par exemple basée sur l'analyse des flux de trésorerie, comme le disait Myriam, pour voir dans quelle mesure le projet est amené à devenir de plus en plus rentable au fur et à mesure et indexer ce flux de trésorerie à la possibilité d'accorder ou non des financements qui peuvent d'ailleurs aussi peut-être aussi être des financements mixtes accompagnant donc du prêt et de la subvention pour réduire également la notion de risque pour les partenaires bancaires. Donc bref, plusieurs également initiatives qui viennent de l'écosystème et qui peuvent éventuellement rassurer les investisseurs aussi à miser, entre guillemets, davantage sur des startups dirigées par des femmes. Merci beaucoup Maëlle. Et je vais maintenant repasser le micro au plateau, parce que c'est Julie qui va poser la dernière question. Merci beaucoup Maëlle pour cette vision bailleur et cet encouragement à revoir donc la notion sur le risque. On va donc passer à Sarah pour cette dernière question. On sait que beaucoup de pays sur le continent ont initié un Startup Act. Est-ce que pour vous, c'est finalement un outil législatif qui a la capacité de changer la donne et de débloquer un petit peu le fameux financement qui manque pour ces start-upeuses et ces entrepreneuses en Méditerranée ? Ah, il faut vous démuter. Oui, tout à fait. Super. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Oui, absolument, on t'entend bien. Oui. Je disais oui, complètement. Le Startup Act peut lever justement ces freins-là. Il peut changer la donne. Il faut aussi travailler sur, comme le font les acteurs de mon domaine, comme le font les autres, à pousser justement ces femmes-là à aller vers cette voie-là, à aller vers, comme en Algérie par exemple, on a eu l'ASF, donc l'Algerian Startup Fund, qui… Alors, il semble qu'on ait un petit souci de connexion Je crois qu'on a perdu avec Sarah. Sarah. Est-ce qu'on peut voir si… Je vais parler du nord du Maghreb, où en général, tous les enfants vont commencer d'abord par la Love Money quand ils veulent lancer un projet. Et c'est clair que quand on est une femme, on ne va pas forcément, dans l'entourage direct, on ne va pas forcément miser sur les femmes pour financer un projet. C'est bien ça, justement, le problème. Donc, je pense tout à fait que le Startup Act, partout, en Méditerranée, mais aussi au nord en Maghreb, en Afrique et en particulier en Algérie, pourra résoudre ce problème de financement à condition que les acteurs du terrain les sensibilisent et les accompagnent à franchir ces pas-là. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Merci à vous. Je vais laisser Julie conclure ce panel, mais avant tout, je tenais à vous remercier. Merci Mariam Khan, merci Maëlle, merci beaucoup, merci Sarah.
Et merci Amel d'avoir été avec nous pour partager cette expérience. Merci à vous. Tous ces débats, toutes ces idées vont se retrouver dans notre livre blanc Emerging Méditerranée et on va continuer bien entendu à débattre ensemble. On vous donne rendez-vous en décembre, 13 et 14 décembre pour Emerging Valley et en février 2022 pour le grand sommet des deux rives auquel nous serons présents pendant lequel nous serons présents à travers Emerging Méditerranée. Merci à vous. La parole à toi, Julie. Merci Samir. Donc c'est la fin de ce deuxième Fireside Chat qui donc a été très riche en enseignements. On a vu beaucoup de convictions. La conviction que faire avancer la diversité finalement, c'est faire avancer le développement des sociétés en Méditerranée. Il reste encore beaucoup de challenges. Vous les avez soulevés. Le challenge de la visibilité pour ces femmes entrepreneuses, le challenge de la timidité aussi, timidité à lever au bon niveau. Parfois, puisque ces femmes sont présentes. Elles sont présentes dans les universités, vous l'avez dit, il y a beaucoup de femmes brillantes en Méditerranée. C'est au niveau de l'entrepreneuriat que ça pêche plutôt par la suite. Vous avez parlé aussi de belles initiatives. Maëlle nous a parlé donc du fait que la BPI accompagne aujourd'hui 48% de porteurs de projets femmes. On a parlé de VC Fund, beaucoup, dirigés par des femmes. C'est Mariam qui nous en parlait au Sénégal, qui est une inspiration donc, pour la région. On a parlé aussi de quotas, d'objectifs de parité dans les comités d'entreprise et aussi également du rôle des banques et de la vision aussi du risque qu'il faut peut-être revoir. Donc voilà, beaucoup de pistes que, comme Samir l'indiquait, on prolongera dans le livre blanc. Donc restez connectés, c'est un sujet qui mériterait encore une fois beaucoup plus de temps pour le traiter, mais on ne manquera pas d'y revenir. Merci à tous, encore une fois.